Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision éducative au Sénégal, en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie, qui est une émission spécifiquement philosophique qui parle de la philosophie. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un grand professeur, un doyen de la philosophie, Monsieur Amad Sy. Bonjour Monsieur Sy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux, les perspectives de la réflexion philosophique. Parler des enjeux et perspectives de la réflexion philosophique revient à s'interroger sur l'opportunité de la philosophie dans un monde dominé par l'efficacité et l'efficience de la technoscience. Néanmoins, est-ce que tous ces éléments suffisent pour disqualifier ou déclarer la mort de la philosophie? La recherche accélérée de ses besoins n'engendre-t-elle pas des problématiques philosophiques? C'est pour expliciter toutes ces questions que nous allons poser la question à M. Sy. L'activité philosophique peut-elle avoir un intérêt aux yeux du sens commun? Bien, je vous remercie, Madame Badiane. Je voudrais juste vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs et dire en guise de réponse à votre question, nous sommes dans un monde dominé par les sciences et les techniques. Et le souci premier, c'est l'efficacité. Et dans ce monde-là où c'est l'efficacité qui est mise en avant, souvent une pensée théorique est considérée comme une pensée qui n'est pas d'actualité, qui ne recoupe pas les préoccupations des gens. Mais il est important, et nous en parlons plus tard, l'activité scientifique elle-même, lorsqu'elle se déroule, produit des questions qui ne sont plus scientifiques. Et c'est là où, véritablement, la philosophie continue à avoir sa raison d'être dans notre monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, si nous voulons vraiment répondre à cette question, il va falloir d'abord qu'on parle de notre monde d'abord et des préoccupations du monde moderne. Et se poser la question, quelle est la place que la philosophie peut avoir dans ce monde-là? Et lorsque nous regardons bien ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, c'est un monde en crise. Des crises dans tous les domaines. Et forcément, quand le monde est en crise, il faut que les gens s'arrêtent et réfléchissent. Je dis souvent ceci, et c'est proprement hegelien. La crise, c'est lorsque l'ancien meurt et le nouveau peine à naître. Et c'est comme quand on est dans un carrefour et on peut aller dans tous les sens. Et il est important en ce moment que les gens s'arrêtent et réfléchissent. Et c'est vraiment ça la finalité de la philosophie. Très bien. Très bien. À quoi doit servir la philosophie? C'est-à-dire, quelles sont les finalités de la philosophie dans ce monde bouleversé, comme vous venez de l'expliquer? Oui, je vais continuer par là où j'ai arrêté. La finalité de la philosophie, aujourd'hui, c'est de nous permettre de penser le monde d'abord. Ce monde est très complexe, il s'est complexifié. Il y a des périls, ils sont plus grands aujourd'hui que dans le passé. Il y a des crises. Il y a des bouleversements, les repères sont perdus. Et donc il y a une sorte de chaos qui s'installe. Et ça, la philosophie a d'abord et avant tout comme tâche de nous permettre de penser le monde et de le comprendre. Parce que, essentiellement, l'action n'a de sens que si véritablement en amont, il y a une compréhension des choses. La pensée doit précéder l'action. Mais nous sommes dans un monde de vitesse. Nous sommes dans un monde où véritablement il y a des enjeux, il y a des préoccupations, il y a la concurrence, il y a la surconsommation, il y a l'excès d'information et les gens ne s'arrêtent plus pour réfléchir. Et c'est ça le grand problème. Qu'est-ce que la philosophie nous enseigne? De rentrer en soi et de se poser les vraies questions. De ne pas être happé par le quotidien. De ne pas être moulé dans une sorte de, comment l'appeler, de vie avec un flux incessant. Il faut s'arrêter, entrer en soi-même et se poser les vraies questions. Et c'est ce que tous les philosophes ont fait depuis le commencement. La philosophie, c'est d'abord ça. Ce n'est pas seulement chez Descartes qu'on a cette introspection. C'est le connais-toi toi-même de Socrate.
Ça, c'est la finalité essentielle de la philosophie, c'est de s'installer en soi-même, de poser les vraies questions et à partir des réponses à ces questions, d'envisager maintenant l'avenir. Et c'est ça, c'est important. Et notre monde, il est tellement bouleversé que le penser devient difficile. Parce que simplement, c'est un monde de vitesse, de changement, de transformation, d'évolution à un certain rythme. Et penser cela, c'est quand même assez difficile, mais cela suppose qu'on s'arrête. Et qu'on réfléchisse profondément aux vraies questions, et qu'on se pose les vraies questions. Et Marx l'avait dit, une question bien posée contient en elle déjà les germes de sa réponse. Et je crois que c'est ça l'essentiel qu'il faut. Maintenant, on pourra dire, est-ce que la philosophie est en mesure de régler les problèmes de ce monde? Poser les vraies questions, c'est déjà un pas. Okay. D'accord? Oui, les questions qui se posent à nous sont souvent des questions techniques, mais c'est des questions de bioéthique aussi. Des questions qui sont nées de l'évolution des sciences et de l'application qui a été faite de certaines théories scientifiques. Un peu partout en Europe, il y a des lois qui sont en train d'être votées pour réglementer un certain nombre de pratiques, les manipulations génétiques, la procréation médicalement assistée. C'est des éléments qui font que maintenant il y a des grandes questions qui se posent. On remet en cause même la famille. On remet en cause même les moyens de la procréation. On remet en cause même l'acte sacré de procréation. C'est devenu un acte technique maintenant. C'est devenu un acte technique. Ce qui se faisait dans le secret de l'utérus d'une femme se fait dans une éprouvette maintenant. Et ça, c'est des questions fondamentales. Et ça remet en cause toutes les convictions, toutes les croyances profondes que les gens ont eues jusque-là. D'accord? Et ça, c'est vraiment à la philosophie de régler ces questions-là. Alors, maintenant, bien entendu, je le dis souvent, lorsque la science se développe, elle génère des interrogations qu'aucune science ne peut prendre en charge. Et c'est la philosophie qui doit prendre en charge ces questions-là. Vraiment, c'est clair dans la mesure où la philosophie donc, va nous aider à penser le monde. Oui. Et là, vous l'avez expliqué avec la bioéthique, etc. Oui. Nous allons y revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Oui. Avons-nous aujourd'hui des raisons de philosopher donc? Oui. Au siècle de Socrate, les périls étaient moins grands. Au siècle de Socrate, les choses étaient moins complexes. Au siècle de Socrate, les gens avaient plus de repères. Qu'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous avons plus besoin de philosophie que les gens qui vivaient au siècle de Socrate. Okay. Maintenant, bien entendu, est-ce que nous devons philosopher comme les gens philosophaient? Non, le monde a changé. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Mais la finalité reste la même. C'est important, ce Oui, et la finalité reste la même. Ça veut dire, la philosophie en elle-même n'a pas changé. C'est le monde qui a changé. Et la philosophie réfléchit sur le monde. Donc, on peut dire, oui, on a de bonnes raisons de philosopher aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est comment philosopher aujourd'hui? Okay. Qu'il soit nécessaire de philosopher aujourd'hui, cela est indéniable. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut se permettre de philosopher comme les anciens? Oui. Voilà la vraie question. Oui. Donc, on ne peut pas réfléchir de la même façon sur des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai l'habitude de dire, un bon philosophe doit quand même avoir un certain nombre d'informations sur la science. Parce que notre monde est le monde des sciences et des techniques, c'est indéniable. Et si on veut comprendre le monde, on doit pouvoir vraiment penser les sciences et les techniques. Parce que la philosophie, et je reviens à cette conception hegelienne, la philosophie, c'est penser le monde. Et notre monde d'aujourd'hui, c'est le monde des sciences et des techniques. Donc on ne peut pas philosopher comme le faisaient les anciens, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes, parce que le monde a changé, mais les finalités restent les mêmes. Les finalités restent les mêmes. Alors, cet idéal qu'il y avait là au départ, mais c'est celui-là qui reste encore aujourd'hui. C'est celui-là qui reste aujourd'hui. Il faut qu'on renoue avec l'idéal de départ de la philosophie, c'est-à-dire simplement permettre aux uns et aux autres d'installer la paix en eux, ce que les anciens avaient appelé l'absence de trouble, l'ataraxie, la paix intérieure. Le moderne en a besoin.
Nous sommes d'éternels stressés, angoissés. Nous avons nos peurs, nos craintes liées à notre mode de vie. Et ça, la philosophie peut aider à apaiser les gens. D'accord? Et cela, c'est l'idéal des commencements. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Renouer avec le commencement, mais en faisant les choses à notre façon. Autrement. Oui, Très mais bien. philosopher quand même. Et philosopher n'a pas changé. C'est ce sur quoi on philosophe qui change. Qui change. Mais la philosophie elle-même comme réflexion, elle est restée la même. Ok. D'accord? Voilà à peu près ce qu'il faut dire concernant cette question-là. Très bien. Donc la philosophie devient toujours actuelle et elle devient même un impératif, si je comprends bien ce que vous venez d'expliquer. Oui, de mon strict point de vue, elle est plus nécessaire aujourd'hui que dans le passé. Oui, que dans le passé. Oui. Très bien. Donc l'omniprésence de la technoscience laisse-t-elle une place pour la philosophie dans l'esprit des hommes? Oui, souvent, quand on compare, on dit simplement, et c'est facile, la philosophie n'a rien créé. Il n'y a rien de concret. On dit une chose et son contraire. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. Et familles ne sont d'accord que sur le désaccord. Désaccord. Je dis, c'est comme s'ils s'étaient arrêtés, ils se sont regroupés, ils disent, on va être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Non. Ils ne sont même pas d'accord sur le désaccord. C'est juste, comment le dire, il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. D'accord? Donc, quand nous autres modernes, nous regardons ce que la science a apporté, les réalisations, nous disons, la science est très utile. Qu'est-ce que la philosophie nous a apporté? Inquiétude et interrogation. Et on se dit, nous avons besoin de réponses. Qu'est-ce que la philosophie nous apporte? Des questions, rien que des questions. Alors là, ça pose un problème réel. Alors, la moderne qui est pressée, qui a besoin de résultats, qui a besoin d'avancer, dit, peut-être bien que je perds mon temps à faire de la philosophie. D'accord? Et véritablement, quand on regarde les choses de plus près, et je le dis toujours, quand la science est en crise, c'est Althusser qui le dit, mais les scientifiques deviennent des philosophes. Parce que les vraies questions surgissent. Et à chaque fois qu'on pose les vraies questions, on est obligé de se référer à la philosophie. D'accord? Et quand, en France, les gens ont commencé à se poser des questions, quand on a voté cette fameuse loi sur le mariage pour tous, les gens ont commencé à dire non, ça, c'est la famille même qui est remise en cause. Oui. D'accord? Alors que les gens disaient, nous, on est là pour régler un problème technique. Pour légiférer, on fait de société. Mariage entre deux hommes et deux femmes, c'est un fait réel en Occident. Il faut légiférer. Parce que les gens vivent en couple, ils peuvent avoir des problèmes, se retrouver au tribunal. On n'a pas de loi pour juger ça, il faut légiférer. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? C'est la cellule familiale même qui est remise en cause. Qu'est-ce qu'une famille? Quel est le sens de fonder une famille? Et ça, c'est une question philosophique. Purement philosophique. De redéfinir encore la notion de famille. Oui, les scientifiques, ils donnent des réponses à des préoccupations des gens. C'est indéniable. Mais à l'arrivée, ça produit d'autres questions. Ça produit d'autres questions. Et ces questions-là, malheureusement, aucune science ne peut les prendre en charge. Donc la philosophie est obligée de les prendre en charge. Et plus la science va se développer, plus ces questions-là vont naître. Et ceux qui pensent que le progrès des sciences fait le recul de la philosophie, mais se trompent. Plus la science va évoluer, plus des questions vont naître qui ne seront pas des questions philosophiques et qui vont nourrir la réflexion philosophique. Comme le dit Hegel, la philosophie se nourrit de ce qui n'est pas elle. Depuis le commencement. Donc, très peu de fois, elle s'est retournée sur elle-même. Très peu de fois. Oui. D'accord? Donc, vous voyez à quel point il est important de comprendre que le monde actuel a des préoccupations qui ne sont plus d'ordre technique et matériel. Et qu'aucune science ne peut prendre en charge ces questions-là parce que ce ne sont plus des questions scientifiques. C'est des questions philosophiques, c'est des questions existentielles. C'est des questions profondément métaphysiques.
C'est des questions qui interrogent même le sens de l'existence. Et d'ailleurs, cette omniprésence de la technoscience fait naître, c'est-à-dire que va nourrir davantage la philosophie. Aujourd'hui, on regarde même les NASA et tout, ils réfléchissent sur des questions d'ordre métaphysique. Oui, parce que, après tout, et c'est profondément cartésien, c'est toujours ça qui déterminera l'action. Il faut qu'il y ait du sens. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y ait du sens. On ne peut pas agir comme cela sans pour autant qu'il y ait du sens. Et l'action est toujours motivée. L'action, il doit toujours être modifiée par des valeurs qui sont au fondement. Et ça, on ne pourra jamais dissocier cela. Que le médecin sauve des vies, que le médecin fait tout pour soulager des malades, mais il y a un fondement théorique à ça. Il y a des valeurs qui sous-tendent ça. Ce n'est pas seulement des actions techniques, ce n'est pas seulement des prouesses, ce n'est pas seulement un savoir-faire, c'est aussi toute une conception de l'homme et de la vie. Et ça, c'est important à comprendre. Il ne faut pas considérer les techniciens comme des gens qui posent des actes qui permettent de résoudre des problèmes. Mais en deçà, il y a des valeurs qui sous-tendent tout ça. Malheureusement, on a tendance à, mettons, les oublier. Et la philosophie rappelle ça. Et ça, c'est important. Et nous passerons peut-être notre temps à dire, oui, ça c'est bon, on ne dit pas que c'est pas bon. Mais encore, quelle est la vraie finalité? Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous recherchons? La technoscience nous donne des moyens d'être comme maître possesseur de la nature, pour parler comme l'autre. Oui. Mais ce pouvoir-là que nous avons entre les mains, qu'est-ce que nous en faisons? Et ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc maintenant, la science donne une nouvelle matière donc à la philosophie. Oui, oui. Et cette nouvelle matière-là, ça fait que la réflexion philosophique devient encore plus, comment le dire, vigoureuse. Pourquoi? Parce que simplement, chaque fois que les sciences vont évoluer et avancer, des questions vont naître de cette évolution-là, et ces questions-là vont nourrir la réflexion philosophique. Et ceux qui pensent que le progrès des sciences fait le recul de la philosophie n'ont pas compris. Chaque fois que les sciences avancent, la philosophie aura matière à réflexion. De plus en plus matière à réflexion. Et c'est pour cela que les philosophes doivent s'intéresser à ce qui se passe dans le domaine de la science. Et peut-être c'est un idéal, avoir une certaine culture scientifique. Pour mieux pouvoir penser les problèmes qui naissent de l'activité scientifique. D'accord? Parce que bon, quand vous avez des informations sur la génétique, vous pouvez produire un discours sur la manipulation des gènes. Mais il vous faut au minimum d'informations sur la génétique. Très bien. Donc il faut que les philosophes d'aujourd'hui s'intéressent à la science, à ses moyens, à ses résultats, pour pouvoir penser ce monde-là, parce que c'est un monde des sciences et des techniques. Ça, c'est un fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec les OGM, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, il faut que les philosophes aussi sensibilisent la population. Donc, cette nouvelle matière devient, le philosophe va sensibiliser la population sur les dangers, sur les méfaits de ces résultats scientifiques. Comment vous trouvez les inconvénients de ces résultats scientifiques aujourd'hui? Parce que là, le philosophe doit essayer de trouver des solutions ou bien essayer de sensibiliser la population. Oui, c'est ce que j'appelle les périls, les dangers, le mauvais usage de la science. J'évite moi souvent de parler des inconvénients de la science. La science ne veut ni bien ni mal. La science, c'est un savoir. Oui. Aucun savoir ne peut nuire. Maintenant, il y a l'homme qui fait un bon ou un mauvais usage de la science. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi donc fait-il un mauvais usage de la science? Parce que simplement,
il a acquis un ensemble de savoirs qui deviennent un pouvoir sur la nature. Ce qu'on appelle aujourd'hui technoscience. Un savoir qui devient un pouvoir sur la nature. Okay. Mais il est devenu puissant. Il a presque atteint l'idéal cartésien. Il est devenu puissant. Mais sa sagesse ne s'est pas élevée au même niveau. Nous avons un instrument très puissant entre les mains. Mais notre sagesse, en même temps, ne s'est pas élevée. Et à l'arrivée, ça donne quoi? Vous avez entre les mains des hommes qui ne sont pas sages, une arme redoutable. Et régulièrement, si ces hommes font un mauvais usage de cette arme-là, c'est parce qu'il leur manque de la sagesse. Et quel est l'objectif de la philosophie? Sinon, de nous rendre plus sages. Plus sages. Qu'on soit en mesure d'utiliser ces moyens qui sont devenus de plus en plus grands au service de l'homme. Au service de l'homme. Comme le disait Bergson, à cette civilisation technicienne, il lui fallut un supplément d'âme. Un supplément d'âme. C'est important ce mot, un supplément d'âme. Un supplément d'âme. Donc, oui, on ne peut pas remettre en cause la science. On ne peut pas remettre en cause ce que la science nous a apporté. Mais pensons aussi à élever notre âme. Et c'est ce que Socrate disait aux Athéniens. Ma seule affaire, c'est de vous exhorter à vous occuper de votre âme pour l'élever, au lieu de vous occuper de votre corps et de votre fortune. C'est aussi valable aujourd'hui. Très bien. Elle devient plus qu'actuelle même aujourd'hui. Voilà. Ok. Et on voit aujourd'hui avec, parmi les, on ne dirait pas parce que vous venez d'expliquer que donc c'est l'usage que les hommes feront de la science. C'est pourquoi d'ailleurs Einstein dit, tout notre progrès technologique dont on chante les louanges, le cœur même de notre civilisation est comme une hache dans la main d'un criminel. C'est tout. Et là, ça résume ce que vous venez de dire. C'est tout. Très bien. Et je dis souvent à mes élèves, la science ne veut ni bien ni mal. Je dis, prenons l'exemple du couteau. Prenons l'exemple du couteau. Vous rentrez chez vous, vous entrez dans la cuisine, vous trouvez votre mère, un couteau à la main. Est-ce que vous avez peur? Elles me disent non. Je dis, vous marchez la nuit, vers 2h du matin, un homme avance vers vous, couteau à la main. Vous voyez la différence? Oui. C'est pas le couteau qui pose problème. Non. C'est la main qui tient le couteau qui pose problème. Okay. C'est la main qui tient le couteau qui pose problème. Donc la science est un peu comme ça. Okay. La science est un peu comme ça. D'accord? C'est juste des connaissances sur le monde. Ça ne peut nuire à personne. Donc une réflexion philosophique donc va essayer de montrer aux scientifiques que c'est pas tout ce qui est techniquement faisable qui est moralement réalisable. Et acceptable. Et acceptable, n'est pas moralement acceptable. Ça c'est important que les scientifiques, c'est pourquoi aussi il faut que les philosophes, des gens comme Tchernobyl quand même, ont fait un excellent travail là-dessus, des philosophes qui ont bien étudié les nanotechnosciences, etc. Maintenant, monsieur Si, qu'est-ce que l'idéologie? D'accord. Au départ, l'idéologie, ça avait une conception assez neutre. Avec Marx, après l'idéologie est devenue vraiment quelque chose qui appartient à une classe sociale. Une autre connotation. Oui, d'accord. Mais on peut dire de façon très simple que l'idéologie, c'est un système d'idées et de notions plus ou moins claires qui justifient l'action. Ça, c'est pour simplifier. Dans chaque idéologie, il y a des valeurs. Mais ces valeurs-là, en général, ils ne sont pas interrogées. On y adhère. Okay. On ne pose pas la question du fondement. On y adhère. Et souvent, dans une idéologie, il n'y a pas de réflexion critique. On l'épouse. On l'épouse. Et on va puiser dans cette idéologie-là. Et nos jugements
et les règles qui conduisent nos actions, la conduite de notre vie de tous les jours. Et donc, de ce point de vue-là, bon, l'idéologie, c'est quelque chose de neutre. Quelque chose de neutre. À la limite, ça peut être même synonyme de doctrine. D'accord? Et dans ce sens-là, ce qui va distinguer l'idéologie de la philosophie, c'est bien parce que le philosophe, lui, il s'interroge sur les fondements même. Il prend du recul. Oui, il s'interroge sur les fondements même. Celui qui adhère à une idéologie l'épouse totalement et justifie ses jugements et se conduit en conformité avec les valeurs de son idéologie. Okay. D'accord? Et ça, c'est juste parce que les êtres humains ont besoin de donner un sens à leurs actions. Il faut forcément un fondement pour ça, des valeurs qui justifient leur action. D'accord? À partir de Marx, l'idéologie est devenue un système de pensée qui défend les intérêts d'un groupe d'individus appelé classe sociale. Et c'est pour cela que Marx dit, par exemple, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie de la classe dominante. Il y a donc une idéologie de la bourgeoisie, il y a une idéologie du prolétariat. Oui. Parce que pour Marx, notre façon de penser, ou si tu veux, notre conscience, découle des rapports de production. Des rapports de production, ce n'est pas notre conscience qui fait notre être, c'est nos conditions matérielles d'existence qui font notre conscience. Okay. D'accord? Et c'est toute la différence entre ce qu'il appelle infrastructure et superstructure. Donc, cela veut dire simplement qu'à partir de Marx, la notion d'idéologie devient plus restreinte. Elle est au service d'intérêts de classe. D'intérêts de classe. Si on parle par exemple de l'idéologie libérale. Elle est là pour défendre les intérêts de la classe bourgeoise. Elle met en avant l'initiative privée, la propriété privée des moyens de production. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment une idéologie qui est au service de la bourgeoisie. Et donc, c'est deux niveaux. D'accord? Si on s'installe dans le marxisme, l'idéologie devient vraiment une idéologie de classe. Mais l'idéologie en général, c'est juste un ensemble d'idées, de notions, plus ou moins claires, hein, qui justifient des actions, une conduite dans la vie de tous les jours, et les jugements que l'on porte. Et les jugements que l'on porte. On voit ici que l'idéologie, on épouse. Oui. On y adhère. Oui. Et sans recul. Oui. Et on veut justifier nos actions. Oui. Alors que la philosophie, il y a l'esprit critique. On n'adhère pas sans pour autant prendre du recul. Oui, je vais être cartésien. On remet en cause et on doute pour avoir un fondement solide. Solide, ok. Descartes, comme le dit Hegel, c'est celui-là qui a eu le courage de reprendre tout par le commencement. Par le commencement, et ça c'est vrai. Malheureusement, nous avons été enfants avant d'être hommes. Donc il y a plein de choses que nous avons déjà acquises et nous n'avions pas la capacité de discernement. Il appelle faculté de juger ou bon sens ou la raison. Donc cette capacité de discernement, c'est le propre donc de la philosophie. Oui, et si je reviens à la question antérieure, c'est ce dont a besoin l'homme moderne. Capacité de discernement. On est dans un monde où les informations sont tellement nombreuses. Les fake news, etc. Les manipulations sont courantes. Nous avons besoin d'un esprit de discernement, de capacité de discernement. Et ça, véritablement, lorsqu'on épouse une idéologie, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et le rapport aux valeurs de son idéologie devient presque affectif.
pas intellectuel. Ça devient dangereux. Oui, et c'est de là que viennent toutes les formes d'extrémisme. On est tellement convaincu de ces valeurs qu'on ne peut pas supporter que l'autre puisse penser autrement. Donc l'idéologie peut tendre vers le dogmatisme. Le totalitarisme. Et le danger, il est là. C'est ça qui a donné les goulags, les camps d'extermination, le stalinisme, etc. à l'Union soviétique. Le marxisme était tellement évident, tellement juste, que penser autrement, c'était ne pas être normal. En fait. Un péché même. Oui. Voilà. Et donc, à quel point il faut faire très attention aux idéologies. Et le rôle du philosophe, c'est de sensibiliser donc la population, de faire attention, de prendre du recul avec cette capacité de discernement qui permet de prendre du recul avec les idéologies. Oui, parce que souvent, les idéologies sont utilisées pour mobiliser les foules. Et souvent, les idéologies ont une sorte d'attraction sur les foules parce que souvent on distille des idées généreuses, surtout sur les jeunes. Et on manipule des mots. Oui. C'est aussi de la rhétorique, l'idéologie. Le nazisme est une idéologie. Le communisme est une idéologie. Et on a vu ce que ça a donné. Et là, on dit aujourd'hui, on assiste à la chute des idéologies. Je dis non, on assiste à la chute de certaines idéologies et d'autres naissent à la place. L'homme a besoin de valeurs pour donner sens à ses actions. Et même donner sens à son existence. Oui, il a besoin de ça. Donc, à l'arrivée, il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs qui sont nées. Maintenant, le nationalisme en Occident, les extrémismes un peu partout. C'est cela qui prend la place des anciennes idéologies, communisme, socialisme, libéralisme, etc. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, nous autres modernes, nous avons besoin de la faculté de discernement pour faire la distinction, pour écouter les discours et pour sélectionner la masse d'informations que nous avons à longueur de journée. Mise à notre disposition. Oui. Sur-information. Et on ne peut plus faire la différence entre le vrai et le faux. Tellement les informations nous viennent de partout. Ça fait partie des inconvénients aussi de la science. Oui. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Les médias, tous les médias, maintenant, ça prend plusieurs formes. Là. Tout le monde est journaliste, finalement. Tu peux rester à la maison et donner des informations avec les réseaux sociaux. Ça se démocratise. Et donc, il faut bien faire la part des choses. Parce qu'il y a de la manipulation. De toute façon, il y a toujours eu de la manipulation dans l'information. Aujourd'hui, plus que dans le passé. Quand quelqu'un vous livre une information, elle est toujours sélective. Je vois bien que la philosophie est plus qu'actuelle. La philosophie devient une nécessité dans la mesure où, aujourd'hui, donc si la philosophie parvient à installer cet esprit critique, cette capacité de discernement, là, la population va dire, est-ce que cette information est vraie? C'est cette question-là, est-ce que, qui va permettre à cette population. Je pense que ça aussi, c'est le rôle du philosophe. Oui. Et le plus important dans tout ça, c'est d'exercer l'esprit critique. Oui, cet exercice de l'esprit critique. Et nous devons développer ça chez nos élèves. On m'a dit, qui vous l'a dit? Oui. Je dis on sait qui. On sait qui? On sait qui. Je l'ai entendu sur le net. Oui.
source, vous ne pouvez pas. On m'a dit, donc si vous avez l'esprit critique, cette capacité de discernement, ça vous permet ça vous déchaîne de ces chaînes, de ces nouvelles chaînes même de la vie. Ça vous met à l'abri. À l'abri, exactement. C'est le mot qu'il faut utiliser. Ça vous met à l'abri. Parce que même le doute cartésien, c'est une sorte de prudence seulement. Des fois, il me dit, je fais comme si. Parce qu'il avait une hantise, c'est quoi? Prendre le faux pour le vrai. C'est sa hantise à lui. Il dit, puisque mes sens m'ont trompé quelquefois, je déduis qu'il me trompe toujours. Donc ça veut dire, lui, il veut se mettre à l'abri. Il veut se mettre à l'abri. Et le doute cartésien, ce n'est que ça. Je prends la ferme résolution de rejeter tout ce qui est incertain. C'est important. Et comment savoir qu'une chose est incertaine? Il faut l'appliquer les critères de la vérité. Les critères de la vérité, c'est l'évidence. L'évidence, c'est la clarté et la distinction. Il dit, tout ce qui se présentera à moi avec la même clarté et la même distinction que le cogito, je le prendrai sans scrupule comme étant une vérité. Et je ne vais pas revenir ici sur le cogito cartésien et le doute, ça va prendre du temps. Mais je veux dire simplement, lorsque Descartes fait tout cet effort-là, lorsqu'il va jusqu'à parler de l'hypothèse du malingénie, il veut se mettre à l'abri. Il faut qu'on apprenne, nous autres, à nous mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, ce n'est pas aller se cacher quelque part. Se mettre à l'abri, c'est exercer son esprit critique, sa capacité de discernement. Dissocier, distinguer. Le vrai du faux. C'est important. On en a besoin aujourd'hui. Vraiment. Et quel rapport existe-t-il entre la philosophie et l'idéologie? Oui, il y a dans l'idéologie et dans la philosophie l'esprit de système. Ok. Ça, c'est important. L'esprit de système. L'idéologie veut expliquer le monde et le rapport que nous avons au monde et aux autres sous forme de système. La philosophie, pour la plupart, s'est présentée aussi sous forme de système. Et en cela, du point de vue juste de l'approche, on va l'appeler systémique, la philosophie et l'idéologie se sont rapprochées. Et d'ailleurs, quand on a défini la philosophie comme une vision du monde, elle devient encore plus proche de l'idéologie. De l'idéologie quand même, oui. Okay. D'accord? Mais ce qui fait la distinction essentielle vraiment, je l'ai déjà dit, je vais me répéter. En idéologie, on adhère, on épouse. En philosophie, on questionne, on interroge. Les fondements même. Je me suis posé la question, sur quoi reposent mes connaissances? Et je n'ai pas eu de réponse à cette question. Donc je vais aller chercher un fondement à ma philosophie. Un socle solide sur lequel construire, pas du sable mouvant. Et voilà la grande différence entre philosophie et idéologie. Ok. D'accord? Et bon, sens commun, philosophie, idéologie se rapprochent. On ne peut pas le nier. Qu'est-ce qui distingue les trois? Le sens commun, c'est simplement des idées aussi. C'est des idées. Et il faut bien que les gens comprennent qu'il y a de la rationalité dans le sens commun. C'est des êtres humains, là. Mais, ce qu'il y a dans le sens commun, c'est l'absence d'analyse et d'examen. Qu'on ne retrouve pas aussi dans l'idéologie. Mais le sens commun est une forme de connaissance répandue, diffuse.
Comme les réseaux sociaux. Oui, voilà, diffuse. D'accord? Et qui, quand même, c'est des évidences en plus. D'accord? Alors que la philosophie se méfie des évidences. D'accord? Et lorsqu'on dit ça, c'est une vérité du sens commun, c'est la façon dont pense monsieur tout le monde. L'homme de la rue. Et n'oubliez pas que l'homme de la rue aussi a une raison. C'est un sens commun. Oui. Vous savez, quand par exemple, je vois une scène, je la vois avec l'ensemble, comme ça. Mais quand je me focalise sur un aspect du réel, là je ne vois plus, je regarde. Là je regarde. Et le sens commun et la philosophie, c'est presque, si je peux utiliser cette métaphore, la différence entre voir et regarder. C'est vrai que c'est différent. Oui. Il y a une différence entre voir et regarder. Oui. Je vois ce qui s'incruste dans mon champ de vision. Donc, philosopher, c'est aller en profondeur. Oui. Et refuser la superficialité. Oui, regarder. Regarder. Et dans le regard, il y a toujours examen. Dans le regard, il y a toujours sélection. Dans le regard, il y a toujours discrimination. La philosophie analyse. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, M. Si. Vraiment, ça a été un régal philosophique. Même, c'est tellement actuel et important que aujourd'hui, je dirais même, on devait enseigner à tout le monde la philosophie pour qu'ils puissent avoir l'habitude de prendre ce recul que vous venez d'expliquer, qui est extrêmement important. Merci vraiment d'avoir répondu à l'invitation de Télé-École, qui est une télévision uniquement éducative et qui cherche à appuyer le système éducatif sénégalais et surtout la philosophie. Je pense que doit beaucoup à Télé-École, qui a dédié une émission spécialement philosophique, rien que pour la philosophie. Je pense que ça mérite une félicitation et des applaudissements. Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie. Nous nous retrouverons très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Et jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre.